Déjà, merci d'être venu à cette présentation. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation sur comment tester vraiment une application Android, mais ce sera plutôt un feedback sur comment nous, avec Benjamin, en reprenant du code legacy, il était parfois compliqué de tester du code. Et on va, au travers de quelques cas d'exemple, vous montrer comment transformer du code non testable en du code testable. Alors aujourd'hui, je suis avec Benjamin de Xebia. Et pour ma part, je travaille pour Deezer. Et il y a quelques temps, je travaillais encore pour Xebia, et donc je travaillais avec Benjamin. Et ensemble, on a travaillé donc sur pas mal de projets sur lesquels on a vraiment voulu mettre en place une stratégie de test. Et donc cette présentation va vraiment être là pour vous faire un retour sur ce qui a été une réussite et parfois aussi quelques échecs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on se pose la question aux personnes, à d'autres développeurs, c'est quoi un test unitaire? On se rend compte que chacun a sa propre définition. Et c'est vrai que ça sonne. Non, ok, c'est bon. Et c'est vrai qu'avoir une bonne définition de ce qu'est un test unitaire, c'est pas évident. Alors il y a une citation du livre de Martin Reddy, API for C++ Design, qui décrit en fait un test unitaire comme le moyen de tester la plus petite unité de code unique afin de pouvoir tester en isolation son comportement. Et c'est la partie isolation qui est importante, c'est-à-dire qu'en isolant l'environnement de ce code, on va pouvoir en maîtriser son exécution et donc pouvoir, à partir de différents paramètres d'entrée, analyser le comportement du code, pouvoir passer dans les différentes branches de ce code-là et pouvoir ainsi tester toutes les parties de code qui nous intéressent. Alors les tests unitaires sont écrits par les développeurs et en fait ils sont, au travers des assertions, ils vont pouvoir tester finalement toutes les conditions et donc ainsi passer dans les différentes branches d'exécution des méthodes. Et donc c'est là que la couverture de code apporte son importance, parce que c'est une information elle est là pour nous indiquer quel est le pourcentage de code couvert dans notre code. Et donc c'est vraiment grâce aux tests qu'on va pouvoir déterminer cette couverture. Et les tests unitaires sont là surtout pour prévenir les risques à la plus petite unité, donc qui est vraiment la méthode, le contrat d'interface. Et c'est surtout s'assurer que ce qu'on a codé a le comportement souhaité. Mais le plus important aussi, c'est d'en tester la robustesse et la résilience. Et les tests unitaires vont nous permettre de tester les cas aux limites, qui sont des cas qui arrivent rarement en production, alors que là, dans un environnement isolé, on va pouvoir facilement reproduire ces cas précis et vérifier si le code se comporte comme on le souhaite. Alors dans la présentation d'avant de Stan, il a précisé qu'un test devait être rapide, et en fait, un test unitaire doit aller un peu plus loin. Il y a une règle, une loi qui existe, qui a été définie par beaucoup de personnes qui plongent sur les tests, qui est la règle des 3 R. En fait, un test, il doit être rapide, fiable et significatif. Effectivement, si un test échoue alors que l'implémentation n'a pas changé, on considère que le test n'est pas fiable. Donc le jour où le test échoue et que l'implémentation elle-même n'a pas changé, finalement on va l'ignorer parce que ce test n'est pas fiable. Mais le jour où finalement l'implémentation a effectivement changé et que le test échoue, on risque de l'ignorer et donc finalement pousser en production du code qui n'a pas le comportement souhaité. Et il y a aussi l'aspect significatif. Effectivement, ça ne sert à rien de tester du code qui n'a pas de logique. Ça ne sert à rien de tester des getter-setters, ça ne sert à rien de tester du code généré. Il faut vraiment tester le code qui a de la valeur ajoutée, qui va vraiment ajouter du comportement à votre application. Et c'est là que les tests unitaires ont vraiment de l'intérêt. Alors, on va donc vous présenter au travers de 3 cas précis comment transformer du code non testable en du code testable. Le premier cas, ce sera comment on peut tester des méthodes qui font appel à des méthodes statiques, voir l'intérêt de la composition par rapport à l'héritage, et ensuite, quand on aura vu l'intérêt de la composition, on verra comment aller plus loin avec un patron de conception qui est le modèle ViewPresenter. Alors comment on peut tester les appels à des méthodes statiques? Alors la première technique, ce serait de ne pas les tester, mais il nous reste encore un peu de temps, donc on va essayer de trouver un autre moyen de le faire. La première possibilité, ce serait d'utiliser PowerMock.
PowerMock est un outil qui va nous permettre de moquer les méthodes statiques. Le problème, c'est que cette librairie repose sur cette bibliothèque, pardon, repose sur la manipulation de bytecode. Et la petite anecdote intéressante, c'est qu'il a fallu plus d'1 an et demi pour que PowerMock soit compatible avec Java 6 et Java 7. En plus, PowerMock a un temps d'initialisation assez long, donc ça va à l'encontre de la première règle des 3 R. Et il faut donc éviter d'utiliser PowerMock au possible, mais si vraiment vous êtes obligé, c'est quand même un outil qui peut être utilisé pour moquer le comportement des classes statiques. Ensuite, on a un autre librairie qui peut être utilisé, donc Mockito. Le seul problème, c'est que Mockito, lui, ne repose pas sur la manipulation de bytecode, donc lui, il repose plutôt sur un système de proxy de classe et d'interception de méthodes. Le seul souci, c'est que Mockito ne permet pas de tester les méthodes statiques, ni même de moquer les méthodes statiques, ni même de moquer les classes finales. Donc on va voir avec un petit exemple de code comment on peut contourner cette petite problématique pour pouvoir finalement utiliser Mockito et donc tester ces appels à des méthodes statiques. Donc on va prendre un petit exemple. Profile Activity et Profile Utils. Alors, qui n'a jamais eu cette fameuse classe Utils où on va essayer de récupérer une information dans les shared préférences. Donc la méthode ici qui est, je ne sais pas si vous voyez, peut-être grossir un peu. Hop. Donc la getCurrentUsername qui va en fait récupérer dans les shared préférences l'utilisateur courant et nous retourner son nom. Donc dans la Profile Activity, on a une méthode updateProfileName qui fait appel à ProfileUtils getCurrentUsername et que si le nom est nul, va cacher un TextView et si le nom n'est pas nul, va afficher le TextView et mettre la bonne valeur. Le seul problème, c'est que cette méthode-là, updateProfileName, elle va être difficile à tester parce qu'on ne pourra pas moquer le comportement getCurrentUsername. Alors il y aurait une approche qui serait possible, donc ce serait de moquer le contexte, donc le this qui est passé en paramètre. Le seul souci de cette approche, c'est qu'on va donc dupliquer dans toutes les classes de test la manière dont fonctionne le getCurrentUsername. Donc on va moquer dans toutes les classes de test le comportement de getCurrentUsername. Sauf que le jour où on change l'implémentation de getCurrentUsername, tous nos tests vont échouer, ceux qui font appel donc à ces méthodes de mock. Et donc on va violer la règle numéro 3 de la loi des 3 R, qui est que, non, la numéro 2, que le test n'est pas fiable, parce que le test va échouer, alors que l'implémentation a toujours le bon comportement. Donc pour contourner ce problème, on va faire tout simplement, on va créer une petite classe qui s'appelle par exemple un Profile Manager pour faire simple. Et la seule chose ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer une méthode qui va retourner getCurrentUsername, qui ne prend rien en paramètre, et la seule chose qu'elle va faire, c'est appeler directement le ProfileUtils. Donc là, on n'a pas vraiment changé quand on a du code legacy à manipuler, on ne peut pas de suite refactorer le ProfileUtils pour pouvoir le transformer en un appel plus facilement testable. On va donc contourner le problème en enveloppant cet appel dans une classe qui va être, elle, instanciée et utilisée directement au niveau de l'activité. Donc à ce moment-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est ici déclarer un Profile Manager. Donc je fais mon New Profile Manager qui prend paramètre this. À ce moment-là, j'ai plus qu'à faire un alt entrée et la créer en variable d'instance. Donc juste pour les besoins du test, je ne vais pas la déclarer private mais package protected. À ce moment-là, je n'appelle plus ProfileUtils, mais donc mon Profile Manager. Et là, tout simplement, j'ai pu passer d'un code qui n'était pas testable à un code testable. Donc si je vais dans la classe de test, alors avec IntelliJ en faisant Command Shift T, on peut voir la classe de test associée qui est la Profile Activity Test. Je vais directement dedans. Et donc là, on a utilisé Mockito pour, donc on le voit ici en utilisant le runner Mockito Ginit Runner. Et donc la seule chose que j'ai à faire, c'est ajouter un mock, ici qui va être un Profile Manager. Hop. Le mettre au sein de mon activité. Et maintenant, je peux moquer le comportement de mon Profile Manager. Donc par exemple, avec Mockito, je vais lui dire quand
j'appelle mon profile manager et je fais get current username, à ce moment-là, tu me retournes nul pour ce cas de test. Et pour le cas de test suivant, j'ai juste à prendre cette ligne-là et je veux retourner John. Hop. Et donc là, quand on a donc du code legacy à reprendre, au lieu de toucher à la classe ProfileUtils qui a déjà le comportement souhaité, on va juste introduire une classe intermédiaire qui, elle, peut être moquée, donc moquer son comportement, et donc pouvoir tester l'activité plus simplement, et ainsi augmenter sa couverture de code. Il y a un autre cas aussi d'utilisation, c'est le cas des singletons. On a souvent dans nos applications ce genre d'appel. Je vais fermer juste toutes ces classes et passer à un autre exemple. Donc on a un library singleton, et la seule chose que fait ce singleton, c'est de retourner un nom. C'est vraiment juste pour le cas d'un exemple. Et donc on va voir à peu près la même méthode, updateBookName, qui elle fait par contre appel à un library singleton.getInstance. Et le seul problème, c'est que ce comportement... Le problème, c'est que comme la méthode statique, c'est le même principe que la méthode statique, cette partie-là n'est pas testable. La seule chose qu'on a à faire, c'est tout simplement passer cette méthode directement en variable d'instance. À ce moment-là, on va pouvoir facilement passer dans la classe de test et moquer ce singleton. À ce moment-là, j'ai juste à faire mon activity.library singleton. C'était instance, c'est vrai qu'il y a un nom un peu bizarre. Donc il faudra bien sûr renommer le nom instance en library singleton. Et là, c'est le même principe que l'appel à la méthode statique, et on pourra donc moquer le comportement du singleton. Maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin pour la partie concernant la composition. Alors, concernant la composition, on a tous travaillé sur un projet Legacy où plusieurs personnes sont passées dessus, ça fait plusieurs années qu'il existe, et on a tous dans ce bout de code-là, dans plusieurs classes, avec un héritage monstrueux. Donc il y a 3 classes, il y a la base view, la base logged view, et à la fin on a peut-être une profile view. Et du coup, à chaque fois on va overrider les méthodes, on va avoir du coup une base view qui est en abstract, et on ne sait pas trop, est-ce qu'on doit tester la base view qui est abstraite et qui fait vraiment beaucoup de choses finalement, un peu comme ce que Stan vous a dit avant, où on a une base view qui fait plein de trucs, ou au contraire, est-ce qu'on doit juste tester le bloc de méthode? Et c'est pareil pour les super. Finalement, quand on a une méthode avec plein d'algorithmes dedans et un super, est-ce qu'on teste aussi ce qui se passe dans le super ou pas? On ne sait pas trop. Du coup, pour répondre à ce problème-là, on vous propose de réfléchir au patron de conception de composition et de dire, ajoutons plutôt du comportement à ma vue finale, en fait. Faisons en sorte que ma vue, si elle souhaite envoyer un message, qu'elle ait un messenger et qu'elle puisse appeler quelque chose dessus. Lorsqu'on veut partager ce code entre plusieurs activités ou plusieurs classes, on peut utiliser une interface et après faire plusieurs implémentations différentes. Et à chaque fois, l'idée, c'est j'apporte un comportement. Donc, du point de vue, on va faire un petit exercice. Ce sera assez simple, c'est ce que je viens de vous dire. On a une base view. Cette base view, elle va faire 2 choses. En fait, elle va mettre à jour la visibilité d'un champ en fonction de l'objet qu'on lui passe. Donc on lui passe en l'occurrence un profil. Si le profil est nul, on va cacher le champ, sinon on va le rendre visible. Et elle va avoir un comportement qui est partagé peut-être avec plein de classes qui vont étendre cette classe. C'est afficher un message, soit qui vient des ressources string, soit c'est un message directement, une chaîne de caractères. Donc l'implem de cette base view, pas l'implem mais l'extend, ça va être notre profile view. Donc cette profile view, elle va overrider la méthode updateName parce qu'en fait, elle va vouloir faire d'autres choses. Et là, le problème, si je vais dans ma classe de test, donc c'est command shift T, comme l'a dit Thomas, on se retrouve à avoir une classe qui finalement, donc bien sûr, je teste le fait de setter le texte, mais finalement, est-ce que je dois aussi tester le super, à savoir la visibility gone? Je ne sais pas en fait. Et du coup, mettons si mon super il change, mon test va failer et je ne sais pas d'où ça vient puisque je n'ai pas touché finalement à la classe qui correspond à ce test-là. Et pareil pour les messages, je vais envoyer un message. Ok, très bien. Mais du coup, à chaque fois que je vais envoyer un message, je dois étendre base view. Et du coup, à chaque fois que je fais de l'héritage, c'est un peu compliqué et on ne sait pas trop du coup qui est responsable de quoi.
Ce que je vous propose, c'est de passer pour la gestion de la vue sur une classe qu'on appellera arbitrairement ViewManager. Cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avoir une méthode. Donc vous remarquerez qu'il n'y a rien de statique là. C'est vraiment une méthode une classe qu'on peut instancier. Et la méthode ManageVisibility prend un objet, peu importe lequel, et une vue. Et en fait, va faire le même traitement que la base vue faisait au niveau du super. À savoir, soit j'affiche mon champ, soit je ne l'affiche pas. Au niveau de ma profile view, on va du coup plus étendre base view. Alors on est quand même obligé d'étendre linéaire layout, ça on n'a pas le choix. Donc on perd l'override et on perd le super. Mais on va pouvoir le remplacer avec notre view manager qu'on a créé. Et on va pouvoir faire du coup un manage visibility qui va prendre notre profile et la vue concernée, notre name text view. L'avantage de ça, c'est que du coup maintenant dans notre test, on est tout à fait capable de dire ben, le set visibility, de toute façon ça ne me regarde pas, je ne veux pas le savoir. Ce que je veux, c'est vérifier que le contrat d'interface avec manage visibility est respecté. Moi ce que je veux savoir, c'est si j'ai bien passé un profile et un text view à ma view manager. Après, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tester dans view manager. Pareil pour l'envoi de messages. Au lieu de tout le temps d'étendre cette base view, on va créer plutôt un messenger. Ça se passe ici. Mon messenger, il a quand même besoin d'un contexte puisqu'il va toaster ou afficher un snack bar. En fait, à la limite, ça m'est égal. Je veux juste qu'il y ait un message qui parte. Ça peut être remplacé par des logs en fait après. Elle fait comme ma base view. Donc j'ai un toast soit sur un string, soit sur une chaîne de caractères. Donc c'est ces deux méthodes-là. Et une fois que ce messenger est disponible pour ma classe, eh ben, je peux directement appeler mon messenger .showMessage des deux types. Et quand je regarde du coup la classe de test, eh ben, c'est un toast, c'est un snack bear ou quoi que ce soit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ma méthode showNameInfo, lorsque c'est un nom de plus de 4 caractères, m'affiche bien showMessage avec la chaîne de caractères que j'ai demandé. Et quand au contraire c'est un nom de moins de 2 caractères, ça m'affiche bien shortName. Voilà. Donc le gros avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir très facilement apporter du comportement à notre classe, réutiliser notre messenger n'importe où et changer ce que fait notre messenger. Ben parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on teste à cet endroit-là. L'une des trois lois, c'était justement de garder ça local et toutes les dépendances, on ne teste pas les dépendances en fait. L'autre point en fait qui en découle, c'est le patron de conception Model View Presenter. Là, l'idée, c'est de prendre le code métier et de dire, le code métier, c'est du Java, c'est de l'algo, ça va être des if, des else, des boucles, mais qui ne vont pas forcément interagir directement avec le SDK Android et avec la vue. C'est vraiment du code Java que je voudrais tester du coup sans Android, sans rien, juste en JUnit. Et au contraire, tout ce qui est état de ma vue, ce qui m'intéresse, c'est que en fait, j'ai des états, donc je peux dire ma vue, là en l'occurrence, dans ce que je vais vous montrer, ce sera un formulaire. J'ai un formulaire lorsque je ne suis pas authentifié, et j'ai un formulaire où tout est bloqué quand je suis authentifié. C'est seulement des états, et ça, je vais facilement pouvoir le tester, soit avec des tests d'instrumentation, soit avec robot électrique, puisque ça va quand même un peu plus vite. Donc, le cas d'utilisation, là, c'est, comme je vous l'ai dit, un formulaire. Donc, au début, on a un form activity avec nos 3 champs. Donc là, on récupère nos champs, ça reste très classique. On a un click listener pour dire vérifie les champs, fais ton travail et regarde si tu es bien connecté. Et on donne un état directement à la vue. Voilà, c'est l'état, tu as besoin de te connecter. Lorsqu'on clique sur le bouton valider, on tombe sur une méthode checkform. Et c'est cette méthode qui va faire toute la tambouille de dire est-ce que ton pseudo et ton password est valide. Et c'est ça, en fait, qui, à la limite, n'a rien à faire là, puisque ça reste du code Java, mais qui n'est pas lié à Android, du coup, on veut le sortir. Comment on fait ça? Eh ben, c'est un peu comme le même principe de la composition. On va dire qu'on va utiliser un presenter. Alors, on peut l'appeler presenter, on peut l'appeler contrôleur. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est une classe qui est, du coup, fortement liée à l'activité et qui est capable de mettre à jour les états de ma vue, de mon activité. Donc concrètement, alors que dans mon form activity, je faisais plein de traitements pour dire récupère les champs, fais les tests, affiche un toast et mets à jour ton statut, ton état, et ben c'est juste mon presenter
vérifie ma forme, c'est tout. Le travail après est délégué directement au presenter, qui lui va dire, donc on reprend les méthodes, est-ce que mon password et mon username est valide? Si le cas échéant c'est valide, ça reste le même test. Si c'est valide, mon activité, je lui dis, donc ça pourrait être une vue, je lui dis, change d'état, deviens connecté. Et vous vous rappelez le messenger qu'on avait codé tout à l'heure, qui apporte un comportement? Et bien là, je peux très bien l'utiliser directement dans mon presenter, puisque j'apporte un comportement et j'ai juste besoin d'un contexte. Donc je l'ai créé ici, je l'ai instancié ici, et je show mon message. Sinon, je reste dans l'état login needed. L'avantage, c'est que quand je fais mon test, juste pour que le test soit plus efficace, avec les annotations MockIT, on est capable d'injecter directement les mocks dont on va se servir dans la classe. Là, en l'occurrence, les dépendances de form presenter, c'est l'activité et le messenger. Donc on va créer un constructeur package local, et on va dire, crée les deux mocks, donc activité et messenger, injecte-les dans mon constructeur, dans mon objet. À partir de ce moment-là, j'ai mon objet, et quand j'appelle checkForm avec des mots de passe valides, je peux vérifier que j'ai bien appelé Messenger pour afficher un message et que j'ai bien appelé l'état authentifié sur l'activité. Et même chose dans le cadre où mon mot de passe n'est pas bon, je vérifie que j'ai appelé aucune fois mon Messenger, puisqu'en fait je n'ai pas été connecté, et je vérifie que je change d'état, en l'occurrence que je restaure l'état, tu dois toujours te connecter. Ce qui me permet de tester du coup juste mon code métier avec JUnit Runner et mon code d'activité juste avec du robot électrique. Donc l'état de base, ça va être que tout est visible, et l'état, lorsque j'ai appelé l'état authentifié, que tout est déconnecté. Donc on a vraiment une séparation des responsabilités entre ce qui concerne ma vue et ce qui est lié au cycle de vie d'Android, et ce qui concerne mes algos, et qui du coup met à jour l'état de ma vue. L'avantage de ça, c'est que à la fois dans le presenter et à la fois dans l'activité, on a des dépendances qui peuvent... en fait, ça nous prépare soit à faire de l'injection, donc avec Dagger, mais surtout, ça nous aide à faire nos tests. Et si par exemple, demain, je veux dire que mon form presenter, je veux le prendre et l'utiliser dans une autre activité, ce sera plus facile, puisque les choses ne sont pas toutes liées les unes aux autres, et je n'ai pas un héritage monstrueux à trimballer à chaque fois que je veux faire quelque chose. Donc pour les architectures modulaires, c'est beaucoup plus efficace. Je relaisse la parole à Thomas. Et donc maintenant qu'on a amélioré la qualité de notre code, qu'on a du code normalement plus lisible, le problème c'est que maintenant on va avoir beaucoup de tests. Et le problème c'est qu'on risque d'avoir des tests qui ressemblent à ça, c'est-à-dire un plat de spaghetti. On a vraiment des tests qui vont exploser en taille et ce n'est pas bon. Alors on va vous montrer comment il est possible d'améliorer l'écriture des tests en utilisant de JUnit Params ou JUnit Rule et aussi des frameworks d'assertion. Tout ça dans le but de simplifier leur écriture, mais aussi améliorer la lisibilité du test. Il faut savoir que le test est quand même là aussi pour, en plus donc de tester et vérifier le comportement, pour aussi documenter la classe. Effectivement, un test qui a un nom qui parle et dont l'implémentation est vraiment courte et vraiment lisible, ça va permettre de facilement comprendre ce que le développeur a voulu ajouter comme comportement dans cette classe. Donc on va voir comment à l'aide de ces outils, on va pouvoir améliorer l'écriture de ces tests. Le premier que nous allons voir, c'est JUnit Params. JUnit Params, c'est un outil qui va nous permettre, à l'aide d'une seule méthode de test, pouvoir tester plusieurs jeux de données en entrée et en vérifier les valeurs en sortie. Ça permet donc d'éviter de dupliquer du code. Donc on va faire ça avec un exemple. Hop. Et donc c'était dans JUnit Params. Hop. Et on a la concert room. Alors imaginez, on a donc créé une classe qu'on va appeler par exemple le concert room. Et cette classe, elle a juste un nombre maximum de places. Et elle a une méthode qui va permettre de setter le nombre de spectateurs dans cette salle. Et on a une méthode isFull qui en fait retourne true si le nombre de spectateurs est égal au nombre maximum de places dans la salle. Donc là j'ai mon premier test qui est de vérifier si la salle est pleine. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est donc on crée une salle avec 15 places, on set le nombre de spectateurs à 15 et on vérifie que la méthode isFull ne retourne true. Donc si jamais je voulais tester l'autre cas, par exemple qu'on ne met pas un nombre de spectateurs
égale au nombre de places. La méthode la plus simple, ce serait de dupliquer ce bout de code, changer le nom, mettre plutôt isEmpty, changer les variables d'entrée et vérifier les conditions de sortie. Donc quand il y a 2 cas, ça va, mais quand on a des algorithmes qui peuvent avoir 10, 15, 20 cas différents à traiter, on va avoir une classe de test qui explose, alors que finalement le code essentiel est à chaque fois l'appel. La seule chose qui va changer finalement, ce sont les données en entrée et les vérifications à faire en sortie. Alors pour faire ça, on a JUnitParams qui est là pour nous aider. Donc pour pouvoir utiliser JUnitParams, il faut penser à annoter la classe avec un JUnitParamsRunner. Et sur la méthode qu'on veut rendre paramétrée, on utilise la notation addParameters de JUnitParams. On va lui passer en paramètre en fait c'est un tableau de string. Et en fait, on va séparer les variables d'entrée par une virgule. Donc on va dire que la première variable, donc 15, ça va être le nombre maximum de places. La deuxième, ça va être le nombre de spectateurs. Et le résultat attendu, c'est true. Et donc on va faire un deuxième cas, qui est, on va dupliquer ce petit bout de code, le mettre là, et on va plutôt tester un cas où finalement on n'a pas 15 mais 14, et à ce moment-là, qu'on s'attend à avoir false. À ce moment-là, on va pouvoir rajouter des paramètres en entrée de la méthode, donc le max, le count, et un booléen qui est l'attendu. À ce moment-là, on crée la concertroom avec le max, on set le spectateur avec le count, et on vérifie le expected. Et on n'a plus besoin donc de dupliquer la méthode. La seule chose qu'on a fait ici, c'est clairement passer en paramètres des données d'entrée différentes, max et count, et vérifier que la donnée en sortie, le expected, est bien celui auquel on s'attend. Alors quand le nombre de cas commence à augmenter, c'est vrai que la notation addParameters n'est pas la meilleure façon de faire. On peut, grâce à JUnitParams, utiliser ce qu'on appelle une sorte de data provider qui va être là pour fournir les données du test. Et la seule chose que doit faire ce provider, c'est exposer une méthode publique qui retourne un tableau d'objets. Je sais que ce n'est pas forcément sexy, mais c'est la manière dont JUnitParams fonctionne. Et donc dans notre cas, on retourne un tableau d'objets qui contient 2 objets de test. Le premier va contenir 5000 qui est le max, le 500 qui correspond au nombre de spectateurs, et le résultat attendu, le false. À ce moment-là, au lieu de les passer dans le addParameters, on va dire que notre source de données, c'est notre concertroom testDataProvider.class, et que la méthode à utiliser pour nous provider la donnée, c'est celle-ci. On va pouvoir ainsi extraire le data provider, ne plus forcément l'avoir dans la classe de test, et donc peut-être et n'avoir que dans la classe les données essentielles qui sont finalement le test en lui-même. Il faut savoir qu'avec JUnitParams, on peut aussi avoir les données qui viennent par exemple d'un fichier CSV, et ce qui est quand même assez pratique. Un autre outil qu'on peut utiliser pour améliorer nos tests, c'est JUnitRule. JUnitRule, en fait, c'est un moyen de pouvoir mettre des hooks dans le cycle de vie de nos tests, par exemple autour de la test suite, c'est-à-dire ça correspondrait un peu au before class et after class, et aussi autour de nos tests, ce qui correspondrait un peu à notre before et after, le add before et after. Et ce que va nous permettre de faire JUnitRule, c'est d'utiliser un principe qu'on vient de voir, qui est la composition, afin d'éviter de faire de l'héritage. Et ça va permettre aussi de facilement réutiliser des règles et aussi les combiner. On va voir ça avec un test. Ouais, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir. Voilà. Et donc, j'ai la classe personTest et je voulais essayer d'ouvrir la classe person. Donc j'ai créé une classe person qui a un seul constructeur qui va prendre en paramètre un âge, et si l'âge est négatif, on lance une exception. C'est rien de bien compliqué. Ce qu'on va faire là, c'est on va utiliser une rule qui est fournie par JUnit, qui s'appelle expectedException. Et en fait, ça va permettre de simplifier l'écriture du test. Car finalement, si je n'utilisais pas cette règle-là, la manière de tester aurait été de mettre un try-catch autour de newPerson, que si jamais on passait à la ligne suivante, on appellerait un fail JUnit pour faire échouer le test, et qu'on vérifierait dans le catch que l'exception reçue est la bonne. Le problème, c'est que le try-catch, c'est vraiment ça n'a pas de valeur ajoutée dans le test. C'est vraiment que du code technique pour catcher l'exception et pouvoir ensuite faire la vérification. L'avantage de la règle JUnitRule, c'est qu'on va pouvoir, ici, en utilisant un expectedException,
déclarer le comportement souhaité, c'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que une exception soit lancée par cette méthode de test, et qu'on s'attend à ce que ce soit de type illegal argument exception, et aussi que le message est de type edge must be positive, que le message a pour valeur edge must be positive. L'avantage de cette solution, parce que je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez aussi mettre ici qu'on s'attend à une exception. Le problème de cette annotation-là, dans JUnit, c'est qu'on ne pourra pas vérifier la valeur du message. Donc c'est pour ça que expected exception a vraiment une valeur ajoutée pour avoir plus de lisibilité dans le comportement attendu lors du test. Et surtout en simplifier la lecture. On va voir aussi ensemble comment on peut créer une annotation, enfin une rule. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir des tests où vous avez besoin de deux runners différents. Par exemple, on a Robot Electric et on a aussi le runner Mockito. Le problème, c'est qu'on pourrait, pour pouvoir utiliser les deux en même temps, on ne peut pas utiliser deux runners différents pour une même classe. Pour contourner ce problème, on peut créer une règle. Une autre solution avant serait de faire une classe base test. Dans le setup de la base test, on appellerait le Mockito annotation.initMox. Le problème, c'est qu'on se retrouvait donc avec toutes les classes qui héritent de cette base test. Et on a vu que l'héritage n'était pas forcément la meilleure solution. L'avantage là, c'est qu'on va utiliser donc une rule qu'on va nous-mêmes créer, qui est qu'on appelle ici initMockAnnotations_rule, et qui doit implémenter une test rule. Et la seule chose que nous demande d'implémenter la test rule, c'est la méthode apply. On voit ici qu'on prend en paramètre la classe de test, c'est pour pouvoir appeler le Mockito annotation dessus. Et si j'en reviens à la méthode apply, ce qu'elle va avoir comme paramètre, c'est une description, donc pouvoir récupérer par exemple le nom de la méthode de test en cours d'exécution, par exemple. Mais surtout, le statement. Le statement, en fait, faut voir que les règles, comme l'exécution du test, c'est comme une chaîne. Et donc, le fait d'appeler base.evaluate va juste appeler l'autre maillon qui va ensuite découler tous les appels à tous les autres maillons et au final appeler la méthode de test elle-même. Et donc, ici, quand on fait le base.evaluate, ça va déclencher finalement l'exécution du test. Et juste avant, on va appeler notre initMox. Donc, finalement, si on annote notre classe avec un robot électrique test runner, on a juste à ajouter la rule initMockAnnotationRule qui prend en paramètre la classe en cours de test et on pourra utiliser directement l'annotation @mock@injectMox de Mockito. Et donc on voit comment la composition permet de simplifier l'écriture de nos tests et surtout apporter du comportement. Maintenant on va voir avec Benjamin comment on peut améliorer la lisibilité de nos assertions. Ouais, parce que écrire des tests c'est super bien, mais maintenir nos tests, c'est difficile, mais c'est pas mal aussi. Alors comment on fait ça? Soit on se paluche le test et on regarde ce qu'il fait, et on essaie de comprendre, et finalement on met à jour les cas de vérification. Mais il existe des bibliothèques qui vont nous apporter de l'efficacité dans l'écriture de nos tests. On va pouvoir presque écrire en anglais ce qu'on s'attend, et non pas faire un assert equals avec une condition derrière, avec un trou et une condition. Quand on fait des tests qui touchent l'UI, du coup soit avec robot électrique, soit des tests instrumentalisés, on n'a pas forcément la possibilité de tester très rapidement la visibilité, le nombre d'enfants, le fait qu'un champ, par exemple une checkbox soit cliquée ou pas, à part faire get checkbox, enfin get is selected et ainsi de suite, on n'a pas d'API Fluent et surtout on ne peut pas chaîner toutes les conditions de test. Donc Assergy et Assergy Android le permet. Assergy Android c'est fait par Square. Donc leur site est génial pour la doc. Du coup, je vais prendre un exemple simple, c'est un App Store. Donc dans un App Store, j'ai des apps. Une app, c'est défini par un package name et une note. Et du coup, l'app avec la meilleure note remonte, est considérée comme la meilleure. Pour faciliter la vie dans nos tests et surtout pouvoir faire des comparaisons, on a overridé la méthode compare. Donc là, c'est juste une comparaison sur la note, c'est super simple. Et pour, encore une fois, faire des tests plus efficaces, on a codé equals, ce qui va nous permettre de faire des choses comme, par exemple, contains dans ma liste, ou des index-of, et ainsi de suite. Donc en fait, nos tests seront plus clairs, et nos comparaisons plus efficaces. Donc ça donne quoi concrètement? Concrètement, un test écrit seulement avec du JUnit, ça donnerait ça. Donc on va faire un compare. Ça, c'est parce qu'on l'a codé que c'est disponible. On a du coup un float.
Et ce qu'on va faire, c'est asserter que la condition suivante est vraie. Donc on partout est plus petit que 1. Bon, du coup, le test, là, on se dit, ouais, je comprends à peu près ce que j'ai fait, parce que je l'ai codé, mais si quelqu'un d'autre le lit après, doit le maintenir, c'est pas super simple. Assertj, du coup, propose quelque chose qui est pas mal. Donc on va asserter que high rate app, donc celle-là, qui a 4,1 comme score, donc un meilleur score, est bien greater than low rate app. Là, par contre, à maintenir, c'est top, parce que du coup, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on est en train de comparer. On le sait, c'est marqué, en fait. Donc, Assertj propose beaucoup de possibilités et beaucoup de comparateurs. Et je vais l'illustrer avec l'App Store. Donc, l'App Store, c'est tout bête, hein, c'est une liste d'applications, et on ne peut mettre qu'une seule application. S'il y a on peut mettre plein d'applications, mais si 2 applications ont le même package ID, il n'y a que la première qui est conservée. Donc ça, encore une fois, avec des tests JUnit, on aura un assert equals que ma taille est bien 1. Alors déjà, je ne sais pas vous, mais moi, mettre la condition que j'attends en premier, le 1, là, je me dis, attends, déjà, je suis en train de faire quoi? Ah oui, c'est la size que je suis en train de rechercher. Donc en fait, il faut que j'aille voir la fin pour savoir avec quoi je compare mon résultat final. C'est quand même pas très pratique. Pareil pour la taille, on ne fait pas assert size is 1 ou contient app, on fait getApp.getZero. Du coup, la version Assertj, qui est beaucoup plus efficace, c'est j'asserte que dans getApps, si toutefois j'ai plusieurs applications, si toutefois j'ai une erreur, donc en fait les conditions suivantes ne sont pas respectées, donc contains exactly app, alors affiche-moi ce message-là. Du coup, même quand on run nos tests, si par exemple on a retiré le H7, mais on n'a pas fait de H7, on a fait directement les apps, j'ai 2 apps dans ma liste, et le message qu'on aura c'est attention, vous devez garder qu'une seule instance de l'app puisque elles ont le même package ID. Là, encore une fois, c'est plus facilement maintenable et même à lire, c'est plus clair. L'autre exemple, c'est avec Assertj pour Android. Donc, je vais fermer. Assertj Android, on va avoir une vue. Donc là, on a pris une custom view, mais on aurait pu prendre une activité. Tant qu'on veut tester tout ce qui est set text, set visibility, set checked, set validate, tout ça, ça va fonctionner. Donc là, par exemple, on a une méthode showMessage qui va setter le texte, c'était la visibility, et pour errorView, c'était également la visibility. Dans mon layout, je peux vous le montrer si vous voulez, en gros, c'est un linéaire layout, et j'ai 2 éléments dedans, donc j'ai 2 enfants. C'est ce que je veux tester. Le but du jeu, c'est de tester que j'ai bien 2 enfants, que le set text, une fois que je le fais, c'est bien cette valeur-là, et que la visibility, elle est bien comme ce que j'ai défini. En pur JUnit, pareil, c'est pas efficace, on peut rien chaîner, donc il va falloir vraiment écrire toutes les instructions, toutes les vérifications, et à chaque insertion, c'est 2, ok, ça vient d'où? Ah, c'est le getChildCount, ok. Bon, je vous les passe pas, je vous les passe, mais du coup, c'est pas efficace, c'est difficile à maintenir, et quand ça commence à planter, on se dit, il faut que je relise toutes les instructions, toutes les assertions pour comprendre ce qui se passe. Avec Assertj, c'est beaucoup plus efficace, on va pouvoir dire que sur ma custom view, elle a 2 enfants, et elle a l'orientation verticale. Et comme ça, on va pouvoir chaîner autant qu'on veut, parce que si on clique is, on en a plein. Donc il y a les equals, il y a is not, is gone, is visible, enfin il y en a beaucoup, et ça nous permet vraiment d'écrire des trucs plus efficaces et plus lisibles. On a même des asText directement, tandis que là on est obligé de faire le getText.toString. Je vous passe le cas par exemple où getText il est nul et du coup ça plante et il faut faire un if autour et tout ça. Là asText le fait tout seul. Donc pensez-y, c'est top. Pour aller plus loin, vous avez vu, on a redéfini equals et hashcode. Pourquoi equals? Parce que comme ça, dans nos tests, au lieu de comparer systématiquement l'ID de notre item, on fait juste un equals et ça fonctionne. Et dans les applis, on fait souvent des equals. Par exemple, si vous avez un adapteur et que vous voulez pas reconstruire la vue avec le système du viewholder, vous faites des equals sur la vue et vous ne comparez pas l'ID tout le temps. Moi, pour l'avoir vu, c'est dommage. Du coup, c'est pas mal de penser à faire les equals. Dans toutes nos classes de test, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a pas mal d'annotations, que ce soit les add visibility for testing, ça c'est en général, on met en package local un champ qu'on veut moquer après, et on apporte cette annotation pour dire, là c'est visible en package local, private pardon, parce que je veux le tester.
C'est la même chose pour les add string res par exemple, quand on précise qu'on veut passer un entier mais qui correspond à une ressource string. Donc ça aide l'IDE à coder correctement. En fait, ça lui dit, là j'attends ça, toi tu m'as passé 0, 0 ça n'existe pas, c'est pas normal, il y a une erreur. Parfois on fait tous des algos, dans le cas nominal ça fonctionne super bien, et dans le cas limite ça prend du temps, et du coup notre intégration continue, elle traîne, on se dit mais pourquoi ça prend 10 000 fois plus de temps qu'avant? Donc on a du coup pris l'habitude de mettre des timeouts sur chaque test unitaire, comme, pas forcément tous, mais en tout cas ceux qui font les algos, ça évite de bloquer l'intégration continue. Et il y a encore plein de trucs trop bien sur les tests, et du coup je vous invite soit sur Deezer, soit Xebia, parce que d'abord on recrute, et ensuite on aime bien parler de ça, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.